Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la 7e session des conversations mathelloises. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Julie Pozza. Julie est mathelloise depuis 2017. Elle est coach parentale, éducatrice de jeunes enfants et spécialiste en psychologie de la parentalité. Elle a un DU d'accompagnement parental. Elle est coach pro de niveau 6. Elle a été directrice de crèche à Paris et à Montpellier. Elle en a créé plusieurs. Elle est également consultante petite enfance, formatrice d'éducateurs et elle réalise aussi des audits de crèche. Et vous pouvez aussi l'entendre sur France Bleu Gard-Lozère où elle fait des interventions régulièrement. Voilà, ce soir, Julie va nous parler des jeunes enfants et de leurs écrans, comment gérer leur utilisation et comment vivre avec. Voilà, Julie, l'audience est à vous. Merci, c'était une présentation. Super. Alors, attendez, j'essaye de récupérer, de partager mon écran. Alors, pour les spectateurs, je vous informe que nous allons enregistrer la session pour une diffusion ultérieure et je vous demanderai d'éteindre vos micros et vos caméras. Voilà, ce sont deux petites icônes en bas à gauche de votre écran. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? On le voit très bien, oui. Allez, Oui, super. Est-ce que vous voyez sur le côté les petites icônes ou ça ne vous gêne pas? Parce que moi, je les vois. Alors, vous pouvez euh, écraser vos icônes en appuyant sur la petite barre. Ah, ça y est, ouais. Bon. J'ai Gwenaëlle encore en photo, mais c'est pas grave. Ah, c'est bon, ça y est, j'ai réussi. Eh bien, écoutez, bienvenue à tous. Je vois qu'on est 15, donc c'est chouette, ça fait plaisir. Donc, je vais commencer. Donc, essayer de vous parler un petit peu des écrans. Juste pour introduction, c'est assez diabolisé. Il y a beaucoup d'interdictions. Les parents sont beaucoup là-dedans et c'est normal puisque ça fait peur. On voit plein de choses, notamment il n'y a pas longtemps, là sur M6, il y a eu un reportage sur l'enfance en danger avec, je ne sais pas si certains ont vu ce reportage. Voilà, donc c'est vraiment... je vais essayer de repartir de la base, et c'est-à-dire de vous parler du développement de l'enfant, de ce que c'est un enfant et de ce qu'il a besoin quand il se développe et qu'il grandit pour être bien, et comment on insère les écrans là-dedans, puisque de toute façon, ces écrans, ils font partie de notre vie. Et plutôt que de les diaboliser et de les stigmatiser, essayer de bien vivre avec. C'était un peu le thème général de ma petite présentation. Ça, c'est pour vous faire, pour vous dire que les cordonniers les plus mal chaussés, là, c'était, je suis dans une de mes crèches et je pense que j'ai dû sortir de mon bureau, si je me souviens bien, et il y avait un bébé qui pleurait que j'ai pris, et voilà. Donc, même en crèche, où c'est quand même un endroit qui est censé être vraiment un endroit où il n'y a pas d'écran, il y a jamais d'écran en crèche, mais même en crèche, finalement, et par ma faute, l'écran a finalement arrivé à être face à un petit bébé qui doit avoir en dessous de 12 mois. Donc, il n'est pas resté longtemps, je vous rassure. Je l'ai pris dans les bras parce qu'il pleurait. Mais voilà, il n'y a pas non plus mort d'homme. Et j'ai des nouvelles de ce petit garçon. Il va bien. Donc, il a vu un peu un écran. C'était pas si grave. Donc, ça, c'était pour vraiment déculpabiliser un petit peu. Et pour vous dire que voilà, les écrans sont partout et même dans les crèches, certaines fois. Donc, les questions qu'on me pose souvent, c'est combien d'heures on peut laisser son enfant devant la télé, devant l'ordinateur, devant la tablette, à partir de quel âge, à quel moment on peut donner un premier téléphone. Ça, c'est une question qu'on peut se poser en tant que parent. La console de jeu, les jeux en interaction, les jeux en réseau. Est-ce que c'est vraiment nocif pour le cerveau, tout ça? Et comment on fixe un cadre? Et on le fait respecter ensuite? Donc, je vais essayer de vous éclairer sur tout ça. Donc, certains peut-être connaissent la règle des 3, 6, 9, 12. Ça pose des repères et ça permet de répondre à des questionnements et c'est assez facile à retenir. Donc, quand on est un peu dans le flou et qu'on ne sait pas si on fait bien ou pas, là, il y a un consensus scientifique là-dessus.
Il y a vraiment des chercheurs, notamment Serge Tisseron, qui a vraiment mené ça depuis un petit moment, donc c'est assez connu. Mais ça me semblait important de remettre cette base, puisque c'est très facile à retenir. Alors, c'est facile, ces repères, parce qu'il y a l'entrée en maternelle quand ils ont 3 ans, l'entrée en primaire quand ils ont 6 ans, la préadolescence à 9 ans et le début de l'adolescence à 12 ans. Donc ça, c'est 3, 6, 9, 12. Vous pouvez avoir ça en tête et ça fait la bascule dans le changement de vie et dans le développement des enfants. Et c'est important par rapport aux écrans de se fixer sur ces repères-là. Donc, il y a quatre niveaux de ces âges. Donc, on dit pas de télé avant 3 ans. J'ai mis entre parenthèses 18 mois. Ça, c'est mon avis, ça n'engage que moi. C'est pour... de toute façon, il y a des enfants qui sont déjà devant les écrans très ponctuellement ou même plus souvent. 18 mois, c'est vraiment un âge limite par rapport au développement de l'enfant et de ses apprentissages et du développement de sa cognition et de son cerveau. Donc, 18 mois, en dessous de 18 mois, là, pour le coup, c'est non. Et sinon, donc, 3 ans, c'est le consensus, on va dire, scientifique. Après, pas de console de jeu individuelle avant 6 ans, pas d'Internet seul avant 9 ans et pas de réseaux sociaux avant 12 ans. Donc ça, c'est des petites... des paliers que vous pouvez vraiment avoir en tête. Donc là, je vais vous parler du développement de l'enfant. Donc c'est important de repenser à ce que c'est un enfant de moins de 3 ans. En fait, un enfant de moins de 3 ans, il va construire tous ses repères dans l'espace et dans le temps. Il interagit avec les 5 sens dans son environnement. Il a vraiment besoin d'avoir ces 5 sens. Ensuite, il doit être acteur de son monde. Il doit en fait sentir qu'il peut avoir du pouvoir sur le monde et en 3 dimensions. Ensuite, il apprend à être seul. Et ensuite, il reçoit des stimulations, donc des stimulations d'éveil qui sont adaptées à son âge. Et enfin, en 5, il crée une relation d'attachement. En fait, il travaille ce besoin d'attachement. Donc ça, c'est les 5 points importants du développement d'un enfant de 0 à 3 ans. En fait, le travail de l'enfant de 0 à 3 ans, c'est de faire tout ça. Comment on insère l'écran et les écrans, comment se mettent-ils là-dedans? On va essayer d'aller un peu plus en détail. Donc, quand un enfant il interagit avec ses 5 sens dans son environnement, il doit être en mouvement dans un espace, comme je vous l'ai dit, en 3 dimensions. Donc, en fait, il faut qu'il interagisse avec des objets, qu'il les rencontre et qu'il les manipule. Il faut qu'il travaille ses 5 sens. Et c'est ça qui fait qu'il construit son monde, ses repères et qu'il comprend le monde qui l'entoure. Et en fait, ça, c'est complètement impossible face à un écran. Un écran, c'est en 2 dimensions et il ne peut pas manipuler. Les images, elles défilent et il n'y a pas de manipulation. Donc là, au niveau des 5 points importants du développement d'un enfant de 0 à 3 ans, le premier, il n'est pas bon avec les écrans. Le deuxième, c'est être acteur de son monde. Un enfant, vous avez dû remarquer, si vous avez des enfants de 0 à 3 ans ou si vous vous en souvenez, si vous avez des plus grands, il aime prendre possession des objets. Par exemple, les enfants, ils adorent les jeux à tirer, les jeux à pousser. Ils aiment bouger les choses, faire tomber. Donc, en fait, ça leur donne une relation satisfaisante avec le monde qui les entoure parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont un pouvoir sur les choses et que les choses bougent. Et en fait, c'est en manipulant et en étant acteur de son monde que l'enfant, il comprend, il grandit, il se développe, il crée dans son cerveau toutes les connexions qui font qu'il devient un individu cognitivement préparé, psychiquement, il grandit en fait. Et donc ça, derrière un écran, il n'est pas actif, même s'il y a des écrans interactifs, mais ça diminue cette sensation de pouvoir agir sur le monde. Et il est surtout, par exemple, devant la télé, spectateur. Donc, en fait, un enfant de moins de 3 ans qui est devant une télé, il n'est plus du tout acteur de son monde et il n'a plus du tout cette phase de développement qui est pourtant primordiale d'être acteur. Il est spectateur. Et ça, ça ne répond pas à son développement. Ensuite, il y a l'apprentissage d'être seul. Alors là, je vous ai mis une photo d'une de mes crèches où on voit des enfants qui sont tout seuls sur un muret. Donc, il y a un adulte derrière, hein, je vous rassure. Mais en tout cas, ils sont sans leurs parents. Ils ont escaladé le mur et ils ont cette soif d'autonomie. Et en fait, c'est ça, grandir. Grandir, c'est petit à petit faire face à une absence, se séparer de ses parents
Et cette absence-là, et le fait de grandir en se séparant, il y a aussi une importance dans le fait d'apprendre à être tout seul et de ne pas avoir de source d'excitation ou de stimulation. On est vraiment dans quelque chose où on apprend à s'ennuyer, on apprend à être tout seul. Et là encore, les écrans, s'ils arrivent, ils empêchent l'enfant d'apprivoiser cette solitude. Et de 0 à 3 ans, ça s'apprend à être tout seul, ça s'apprend d'être sans ses parents, d'être sans stimulation. Et ça, c'est fait partie du bon développement d'un enfant. Et quand on met un écran au milieu, eh ben, ça enlève cet apprentissage-là. L'enfant, il n'apprend plus à être seul parce qu'il a soit la télé en fond qui lui sert de bruit, enfin de nounou, on va dire. Et il y a aussi beaucoup des réflexes qu'on peut avoir, hein, que j'ai pu moi aussi avoir, dans le train, dans le resto, dans les salles d'attente. Il manque un L sur mon salle où en fait on a peur, on est un peu inquiet, on se dit mince, il va s'ennuyer. Et donc, on va aller donner quelque chose à l'enfant pour le canaliser un peu. Et en fait, on l'empêche. C'est vraiment un très, très bon moment d'apprendre à attendre, d'apprendre à être tout seul, d'apprendre à patienter et de ne pas avoir de stimulation tous ces moments-là. Donc, ça demande un peu un effort pour nous parce que il faut trouver d'autres subterfuges, on va dire. Et en tout cas, l'écran, dans ce rapport-là d'apprendre à être seul, il vient un peu brouiller les pistes, même beaucoup pour les jeunes enfants. Alors ensuite, on parle des stimulations. En fait, l'écran, avec un écran et avec tous ces jeux, je parle écran, mais c'est autant des dessins animés que de ça. Il y a un risque de surstimulation. En fait, les surstimulations, c'est quand l'enfant est trop stimulé. Et là, pour le coup, tout ce qui est écran et couleur et son, c'est beaucoup trop rapide par rapport au stade de développement d'un enfant de 0 à 3 ans. Si vraiment il y a la télé ou si vraiment il y a des écrans, ce que vous pouvez faire, être attentif à quelque chose, c'est qu'il y ait des programmes avec un rythme lent. Donc, dans le dessin animé, par exemple, il faut que ça parle doucement, que les personnages marchent doucement et qu'il y ait des couleurs douces aussi. Des couleurs, on en revient beaucoup pour les jeunes enfants. À l'époque, on mettait beaucoup de couleurs criardes et tout ça. Maintenant, on a compris que c'était un peu surstimulant. Donc, vous pouvez vous servir de ça et trouver des dessins animés qui sont un peu sépia, qui sont un peu dans des couleurs douces. On va dire que ça va baisser un peu ce risque de surstimulation. Donc, après, ce que ça peut provoquer, bien sûr, c'est une espèce d'instabilité. La surstimulation, on peut l'avoir aussi sans écran, hein. Après, donc là, le dernier point, et pas des moindres, dans le développement d'un enfant de 0 à 3 ans, c'est la capacité à développer une relation d'attachement. En fait, la théorie de l'attachement, c'est un besoin. Ça a été développé par un pédiatre qui s'appelle Bowlby. Et ça nous explique et ça nous apprend que le besoin de s'attacher avec un être humain, de l'enfant, c'est comme un besoin primaire. C'est exactement au même niveau que le besoin de manger, que le besoin de dormir. Et que cet enfant, l'enfant de 0 à 3 ans, il a un besoin viscéral d'être, même s'il est bien nourri, bien soigné et qui dort bien, par exemple, s'il n'a pas ce lien d'attachement affectif avec une personne, cet enfant-là, il peut dépérir. Donc ça, c'est pour vous expliquer cette théorie. Et bien sûr, elle est valable pour tout au long de la vie, puisque tout être humain, on est des êtres de relation, on a besoin de construire une relation. Et donc ça ne fonctionne pas avec les écrans, parce qu'en fait, l'écran, on ne peut pas créer un lien affectif avec un écran, avec une télé. Et obligatoirement, s'il y a plus d'écran que de liens affectifs et que de liens avec un être humain, on va avoir ce besoin d'attachement qui va être pas assouvi pour l'enfant. Et ce que je voulais vraiment vous dire par rapport à ce besoin d'attachement, c'est que ce besoin d'attachement crée la sécurité. Et cette sécurité crée le fait qu'on peut aller explorer le monde. Quand l'enfant est tout petit, il est en fusion avec son parent de 0 à 3 ans, mais plus il est en fusion, plus il est attaché, on a répondu à son besoin d'attachement et de relation, plus il est prêt à explorer. Donc le risque, s'il y a trop d'écran entre 0 et 3 ans, c'est d'avoir un peu biaisé ce lien d'attachement et que l'enfant, il ait un sentiment d'insécurité. Donc ce n'est pas quelque chose auquel on pense directement, mais
en fait, on travaille, nous, ce lien d'attachement quand on est parent, et l'enfant, il donne des signaux qui font qu'on y répond. Un enfant qui pleure, un enfant qui s'agrippe, un enfant qui tend les bras, voilà, ça, c'est un enfant à qui on répond. Et donc, si quand l'enfant montre ce besoin-là, on lui tend un écran, parce qu'on n'est pas disponible, parce qu'on est fatigué, ce qui arrive aussi parce que ça demande beaucoup d'énergie des enfants de 0 à 3 ans, eh bien, il y a ce risque-là de ne pas créer ce lien d'attachement. Donc, bon, là encore, on n'est pas hyper bien par rapport aux enfants de moins de 3 ans et les écrans. Donc, les risques, et là, j'insiste sur le côté solitaire, puisque quand on laisse un enfant tout seul, bien sûr, ça exacerbe tous ces mauvais côtés qu'on vient de voir, et ça ne répond pas à son besoin et d'attachement, d'exploration du monde, tout ce qu'on vient d'énumérer. Donc, il n'y a pas d'interaction avec l'environnement, l'enfant est spectateur, ça l'empêche d'apprivoiser sa solitude, et ça le surstimule. Alors, il y a aussi un risque de surstimulation qui est assez fréquent aujourd'hui. Et il peut y avoir en fait des replis où, voilà, cette surstimulation, on l'observe assez souvent. Et il peut aussi y avoir même des relations d'attachement avec la télé. Si la télé est constamment allumée, ben, l'enfant, ça fait partie de son quotidien et il va y être obligatoirement attaché affectivement. Donc, bien sûr, donc, sans vous faire trop peur, mais des retards de langage, des agitations, des troubles du sommeil, des troubles de la concentration et de la passivité. Bon, prise de poids, c'est indirect au niveau des conséquences. Et parce que s'il y a trop d'écran, ben, on est moins dans quelque chose de... L'enfant voit moins bouger puisqu'on est quand même plus passif et plus spectateur. Donc, voilà un petit peu pour les enfants de 0 à 3 ans. Il y a souvent des questions sur les tablettes tactiles parce que j'ai parlé d'interaction et de fait d'être spectateur. Avec une tablette tactile, il y a le côté où l'enfant interagit, donc il est moins spectateur. Donc elles peuvent quand même être intégrées aux apprentissages, elles peuvent être intéressantes dans tout ce qui est développement cognitif, mais il y a peut-être 4 conditions que je vous expose ici. C'est des périodes courtes, bien sûr, toujours accompagnées d'un adulte et sans être dans un objectif d'apprentissage. En fait, pour l'enfant, son travail, c'est jouer. Donc, si on est dans un processus où tu apprends avec la tablette, tu n'as pas fait bien, là, il faut vraiment que ça soit de l'amusement, qu'il y ait vraiment une notion de plaisir. Donc, dans ces cas-là, les tablettes tactiles peuvent être intéressantes, voilà, mais on reste dans des 10 minutes par jour, pas tous les jours. Et si on suit le consensus scientifique qui dit pas d'écran avant 3 ans, bon, ben, on attend 3 ans et après on donne un écran. Je fais une petite aparté sur l'écran qui peut sauver certaines situations, notamment par rapport aux médicaments, par rapport à l'hôpital, des enfants qu'on doit un peu hypnotiser parce qu'on doit les soigner, tout ça. Là, on y va, on n'a pas, la fin justifie les moyens. Il n'y aura pas de risque sur le cerveau parce qu'on a mis un écran à un enfant pour faire quelque chose d'un peu douloureux s'il s'est blessé. Ou voilà, ça peut être... c'est utilisé à l'hôpital. J'ai des collègues puéricultrices qui l'utilisent même dans les services de petite enfance à l'hôpital pour justement canaliser l'enfant. Mais on voit bien ce côté hypnotique, surstimulant où l'enfant il est un peu saisi. Donc voilà, ça c'était l'aparté. Vous pouvez vous en servir comme ça de façon très exceptionnelle. Voilà, donc je continue. Je voulais vous citer cette citation. Donc, écran, débrancher nos parents, couper-leur donc le Wi-Fi, on fera connaissance. Donc, c'est tiré de Aldebert, c'est l'album Enfantillage numéro 4. Donc, tout ça pour vous dire que un des plus puissants moteurs de l'éducation, c'est l'exemple. Donc, voilà. Là, c'est vrai que ça va nous permettre aussi, nous, de se dire, mais tiens, comment nous, on utilise les écrans? Et alors, je voulais vous parler d'un terme un peu scientifique qui est assez récent, qui s'appelle la technoférence. Donc, ça a fait l'objet de recherches de chercheurs en psychologie clinique et en neuropsychologie. Il y a eu des résultats probants sur le fait que dans les interactions précoces, je parle toujours des enfants de 0 à 3 ans, donc là, c'est quand le parent, alors qu'il est en lien avec son bébé ou qu'il est en train de communiquer ou même de lui donner à manger. En tout cas, il y a un lien.
toujours dans cette relation d'attachement. Et là, il est interrompu soit par un mail, donc là, il prend son téléphone, il fait comme ça, et puis il continue à donner à manger. Il y a un appel, il répond, il y a une notification, il est en train de regarder son bébé, il est dans le lien par les yeux, et hop, d'un coup, il regarde son écran. On l'a tous fait, hein. Et ben en fait, ça peut avoir des conséquences, ça peut entraver cette mise en place du lien d'attachement. C'est quelque chose que j'ai pu observer parce qu'il y a des enfants qui sont de plus en plus insécures, notamment dans les moments de séparation, dans les premières séparations et en petite section et à la crèche. En fait, on se dit dans notre consensus, enfin, dans notre milieu de la petite enfance, que est-ce que cette technoférence n'est pas venue un peu titiller ce lien d'attachement qui est primordial de 0 à 3 ans et qui vient en fait voilà, l'amenuiser et faire qu'il y a cette sécurité affective qui est un peu moins présente. Je ne dramatise pas, mais c'est vrai qu'on a de plus en plus d'enfants qui ont du mal à se séparer de leurs parents. Et se pose la question de, voilà, là, il n'y a pas les réponses parce qu'en fait, dans les études, on ne peut pas étudier, on ne peut pas prendre des enfants et les mettre devant l'écran ou prendre des parents. C'est très compliqué à étudier, même sur un panel restreint. Donc, voilà, en tout cas, ça perturbe le contact visuel, l'attention conjointe, ça c'est important. Quand on a un jeune enfant, il faut une attention conjointe. Mon enfant me regarde et moi, je le regarde. Et une attention conjointe se crée et le lien d'attachement est favorisé. Donc, cette technoférence, le fait d'être distrait par des connexions, par un environnement, c'est en train d'être vraiment étudié et enfin voilà, en tout cas, on se pose cette question-là. Elle est différente de, par exemple, si vous êtes avec votre enfant et que vous lui dites, attends, je vais passer un coup sur la table. Là, c'est différent. On est vraiment sur quelque chose où l'attention d'un coup est vraiment partie sur le téléphone. Donc voilà, je voulais un peu vous partager ce terme-là. Donc, je reparle de l'écran interactif parce que on va dire que là, sur la photo, vous voyez une maman et son bébé et elles sont toutes les deux. Donc, quand l'écran, il devient une activité sociale, c'est-à-dire une activité qu'on fait à plusieurs, il peut être intéressant et développer l'intelligence intuitive, l'intelligence hypothético-déductive avec les jeux stratégie, d'aventure. Voilà. Après, attention à pas trop accaparer toute l'attention. Et puis, bien sûr, la fuite du monde concret, la 3 dimensions, explorer le monde exactement comme il est, pas que sur du 2 dimensions. Donc, j'ai un peu sauté délibérément. J'ai fait de 0 à 3 ans et on va passer directement de 6 à 9. En fait, de 0 à 6, tout ce que je viens de vous expliquer fonctionne jusqu'à 6 ans. Après 6 ans, c'est vraiment la bascule. Tout ce qui est lien, développement par les 5 sens fonctionne jusqu'à 6 ans. Donc, on va partir maintenant avec les enfants de 6-9 ans. Donc là, l'enfant, il va développer différentes formes de son intelligence et on continue tous les jours, il développe cette intelligence-là. Et il y a 2 notions importantes, c'est tout ce qui est activité qui implique le corps, donc le corps et le schéma corporel, et tout ce qui est en lien avec ses camarades. Et il y a 2 notions qui arrivent quand l'enfant à la bascule de 6 ans, c'est la notion d'intimité et la notion de point de vue. L'intimité, donc le respect de son intimité, et la notion de point de vue, c'est qu'il commence à construire son point de vue, son caractère, son tempérament et ce qu'il pense lui, peut-être en dehors de sa famille même. Et donc là, on a vu par rapport au 3, 6, 9, 12, vous vous rappelez que ça peut être l'entrée dans les jeux vidéo. Donc les jeux vidéo, il y a tout un système de jeu de stratégie avec différents apprentissages qui peuvent être vraiment mis en place et surtout quand on est dans des jeux de famille. Donc là, sur la photo, ils sont plusieurs, ils participent à quelque chose en famille. Là, on est tranquille, il n'y a rien de grave, c'est pas du tout à stigmatiser. Au contraire, l'enfant, il va avoir une capacité de concentration, d'innovation, prendre des décisions rapidement. Il y a des interactions puisqu'on est à côté, on fait ensemble. Donc voilà, toujours pareil, on va un peu limiter le temps. Et c'est une question d'équilibre. On reviendra après. Je vais vous donner des outils pour des astuces et des outils. Et en tout cas, l'équilibre écran, jeux vidéo avec les autres activités est important à maintenir.
Donc, on arrive dans les 9-12 ans. Donc, les 9-12 ans, 9 ans, c'est la préadolescence. Et il y a un consensus sur l'adolescence qui commence à 12 ans. Donc là, à partir de 9 ans, il y a la découverte de la complexité du monde réel. Et on va éprouver ses relations sociales. C'est-à-dire que l'enfant, il commence à comprendre que les interactions peuvent être négatives, qu'il y a des amitiés, des désamitiés. Il va tester ses réactions à lui, comment il fonctionne avec les autres. Et c'est vraiment un âge où les réactions et le tempérament sont mis à mal, et en positif et en négatif. Et ça fait partie du développement des enfants entre 9 et 12 ans. L'importance du groupe, bien sûr, du groupe d'amis qui commence à émerger pour exploser à l'adolescence. Donc là, pour les 9-12 ans, on va éviter la télé et l'ordinateur dans la chambre. On va mettre un temps limité, toujours, si on peut. Et on va faire une autogestion avec les différents écrans, responsabiliser et donner la possibilité à l'enfant de s'autogérer. Donc, vous pouvez, avec votre enfant, déterminer l'âge du premier portable et mettre en place des règles et commencer à parler d'Internet avec les 9-12 ans. Donc, lui rappeler le droit à l'image et à l'intimité, ne lui dire de ne jamais écrire ce qu'il ne pourrait pas dire en face. Vous pouvez aussi ajouter ne pas écrire des choses négatives, parce que les choses négatives, on a le droit de les penser, on peut même les dire à l'oral, ça arrive, mais quand on les écrit, on ne peut plus les effacer. Donc ça, vous pouvez commencer à parler de ça. On peut proscrire la webcam et les réseaux sociaux avant 13 ans, donc bon, le plus tard possible. Et ensuite, rappeler les 3 règles d'Internet. Je vais vous les redonner. Je ne sais pas si vous les connaissez. Donc, lui rappeler ces 3 règles d'Internet, c'est tout ce qu'on met dans Internet peut tomber dans le domaine public. Tout ce qu'on va y mettre va y rester éternellement. Et tout ce qu'on trouve à ce sujet, sur Internet, toutes les infos qu'on peut trouver, certaines sont vraies, mais certaines sont fausses. Bien lui expliquer que c'est pas parce qu'on l'a vu sur Internet que c'est vrai. Ces 3 règles de base, c'est pas moi qui les ai inventées. Pareil, ça, c'est un consensus sur les bons usages des écrans. Donc, ça, vous pouvez vraiment transmettre ça. Donc, on arrive aux ados. Donc, un enfant de 12 ans et plus, donc là, la fin de l'adolescence, elle est pas. Personne n'a statué sur la fin de l'adolescence. Donc, ça commence à 12 ans avec un pic à 15-16 ans et 18 ans, on y est encore. Hein. Donc, il n'y a pas de fin d'adolescence, à part vraiment quand l'enfant est dans une autonomie financière, avec un travail en lien avec ses études. Là, éventuellement, on peut éventuellement dire que c'est la fin de l'adolescence. Mais voilà, scientifiquement, on n'a pas de consensus sur la fin de l'adolescence. Donc, l'adolescence, c'est la période de l'expérimentation sociale. Et en fait, pour se définir et se définir au monde qui l'entoure, on a besoin d'être inséré dans un groupe. On est très préoccupé par son image et on est très vulnérable sur l'image qu'on peut renvoyer et les mauvaises appréciations qu'on peut avoir. Il y a un désir intrinsèque de l'adolescent d'échapper au contrôle parental. L'interdit sera toujours beaucoup moins bien vécu que le dialogue. Donc, on est aussi dans un biais de désirabilité sociale très, très grand. Donc, en fait, l'adolescent, il va se comporter en accord avec les stéréotypes de son groupe. Donc, si le groupe, il a les portables, les écrans, les TikTok, les machins, l'adolescent, ça fait vraiment partie de son développement. Il va vouloir être dans son groupe social. Il faut penser l'adolescence comme une période de développement à part entière. C'est une construction d'identité et c'est la tâche majeure de l'adolescent, la construction d'identité. Il y a un lien entre le développement hormonal, son comportement et son instabilité émotionnelle. Et là-dedans, en fait, l'adolescent qui se construit vraiment dans une construction d'identité, il est dans la recherche de l'autonomie et l'appartenance sociale. Et les écrans répondent à ces 2 choses, et répondent à cette recherche d'autonomie. Je suis tout seul, je gère ma vie, mes messages, et ça n'est qu'à moi. Donc ça, c'est vraiment la recherche d'autonomie. Ça n'est qu'à moi et ça répond à ma quête identitaire. Et ensuite, j'appartiens à un groupe puisque j'ai mon groupe. Alors Facebook, c'est pas pour les ados, mais j'ai mon groupe Instagram, Snapchat, voilà. Et ça répond vraiment à ce besoin d'appartenance sociale. Les jeux vidéo. Donc,
toujours pareil, j'ai l'impression d'être pro jeux vidéo, mais en tout cas, quand on est dans un travail en équipe, l'entraide, la coopération, la curiosité vis-à-vis des autres, ils jouent en réseau. Attention par contre au transfert, c'est pas la vie réelle. Euh, j'ai souvent entendu, oui, mais il est addict aux jeux vidéo. Alors ça, c'est pareil, vous ferez vos petites recherches, mais il n'y a pas d'addiction. C'est pas, en tout cas, dans le manuel et dans le consensus scientifique psychologique clinique, il n'y a pas l'addiction aux écrans. Ce qui est pointé, c'est le caractère euh, vraiment temporaire des ados qui jouent aux jeux vidéo. Ils peuvent jouer énormément et beaucoup pendant une période donnée d'adolescence, de quête identitaire, ce qu'on vient de dire, le groupe et tout ça, et ensuite ça va s'arrêter. Donc, ce n'est pas une addiction. Donc voilà pour les jeux vidéo. Les réseaux sociaux, on est vraiment dans la rencontre selon les intérêts, le besoin de divertissement, d'amitié et d'expérimentation sociale et de quête identitaire. Donc ça répond vraiment aussi au développement de l'adolescent. Donc, ce qu'il faut faire attention avec un ado, c'est donc l'usage, il va être problématique si vous voyez un sentiment de solitude important ou un adolescent qui a une faible estime de lui-même. Ensuite, si vous voyez qu'il y a trop de temps et que là, on en reparlera après de savoir au niveau du timing si c'est trop pour vous, peut-être que pour lui, c'est pas trop, mais que pour vous, c'est trop. Bon, pour vous donner une idée, aux États-Unis, les 8-18 ans, ils font plus de 7h30 par jour derrière un écran. Donc, bon, voilà, je vous laisse avec ça. Ensuite, par rapport à Internet, ce que vous pouvez faire, c'est mettre des horaires avec des horaires à respecter. Donc, on évite les connexions nocturnes et illimitées dans la chambre. Limite, vous pouvez très bien, vous vous mettez d'accord, vous verrez, je vous expliquerai comment faire un contrat d'utilisation des écrans. Donc, vous pouvez très bien couper l'écran le soir. Et ensuite, pas de réseaux sociaux avant 13 ans, ça j'ai déjà dit. Et petit aparté sur le fait d'être ami avec ses ados ou d'espionner, de créer un Insta pour aller regarder l'Insta de ses enfants, de ses adolescents. Attention, 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 on ne répond pas aux besoins de développement. Toujours pareil, quand on ne sait pas, on réfléchit au développement de l'enfant. Et là, on se souvient qu'on est dans une quête identitaire et pour se construire, on a besoin de s'opposer et de se sentir en confiance. Et se sentir espionné par ses parents à l'adolescence, ça peut être contre-productif et ça peut être vraiment mal vu. Donc, attention avec ça. Donc, peut-être regarder le meilleur signal d'alarme, c'est les résultats scolaire, le dialogue, mais on n'est pas très fan d'aller d'espionner, de se mettre ami avec son enfant pour aller voir ce qu'il met. De toute façon, il va contourner. L'adolescent, il sera beaucoup plus malin, il va créer un deuxième profil, un profil pour vous. Bon, donc on va vers ça si on se décide à espionner. Donc j'en viens aux petites actions parentales. Donc maintenant que je vous ai présenté un peu le développement et de savoir où on en est au niveau du développement par enfant, donc par stade de développement. Donc, mon premier conseil, c'est de ritualiser des moments d'écran en famille. En fait, on va arrêter de dire que les écrans, il faut les interdire, que c'est dangereux, que voilà. En fait, on va le mettre au même point que tout le reste. On va dire qu'on fait de la rando, on va à la piscine, on regarde un film, on joue à des jeux vidéo, mais en fait, on ne va pas le stigmatiser. L'objectif, c'est de vraiment en faire quelque chose sur le même point que les autres. Parce que plus on stigmatise, plus on en fait un objet interdit, surtout à l'adolescence, plus l'enfant il va y aller. Donc, ça, c'est mon premier conseil. Le deuxième, c'est parler. Donc, ça paraît facile quand je dis ça, c'est échanger, discuter, maintenir un dialogue. C'est pas évident, surtout au niveau de l'adolescence. Et là, je voulais vous parler de ce que c'est de libérer la parole. Comment on fait pour libérer la parole d'un ado? En fait, on fait un peu comme avec les jeunes enfants, on va faire l'effet miroir. C'est-à-dire, au lieu de venir dire raconte-moi, qu'est-ce que tu as vu, l'enfant, il va se bloquer, il va pas vous raconter. Par contre, c'est un exemple, vous pouvez très bien à table, alors il faut se sentir, il faut être à l'aise et il faut que ça soit naturel, il faut pas se forcer. Il faut dire tiens, ce matin, j'étais sur mon téléphone en train de regarder mes mails, j'ai cliqué sur un truc et j'ai vu un monsieur tout nu, waouh, ça m'a fait tout drôle. Donc là, vous lancez le truc comme ça, un peu de façon libérée. Et en fait, cette parole libérée et autorisée, elle va faire son chemin chez l'adolescent. Et peut-être que lui, quand ça va lui arriver, il pourra le lâcher lui aussi. Donc ça, c'est
un comportement de parent qui peut influencer un comportement d'enfant, ça marche à tous les âges, en fait. Il n'y a pas de, il y a pas de limite. Plus vous agissez en miroir en ouvrant la parole et en libérant la parole en parlant de vous, plus l'enfant, il vous a comme modèle et il fait la même chose. Alors ensuite, donc ça c'est mon petit dada, ça c'est le contrat familial des écrans. En fait, vous allez créer, donc, mais dès le début, hein, donc on va dire que 3 ans, on est bien, on n'a pas mis d'écran. Donc, à partir de 3 ans, si vous voyez que les écrans rentrent un petit peu trop dans la famille et que, enfin, trop, qui sont là en tout cas, et qu'il va falloir cadrer. C'est toujours plus facile de se référer à un cadre que d'interdire une fois que c'est en place. Donc, en fait, vous allez poser votre routine, vos règles. Si possible, de façon démocratique, vous le faites en famille. Vous dites, bon, voilà, on va faire les règles des écrans. Et s'il faut, vous les écrivez, vous les affichez. En tout cas, voilà, ça doit être quelque chose qui doit être incarné en famille. Donc là, moi, je vais vous en donner un exemple. Donc, on se dit pas d'écran à table. On peut aussi dire pas d'écran le matin avant l'école. Le portable éteint le soir à partir de 21h et 23h le week-end. Et ça vaut pour tout le monde. Donc, c'est là où le contrat familial des écrans, il est intéressant. C'est qu'on le fait tous. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir aussi, nous, si on peut pas dire à un ado, ne regarde pas ton écran à partir de 21h et y être dessus comme ça. Hein. Ça va pas fonctionner. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien le préparer ensemble. Et vous pouvez faire ça avec les petites, on va dire même à partir de 4 ans. Hein. Il y a aucun, les enfants aiment quand il y a des règles et aiment s'y référer. Et puis vous, s'il y a des contestations, de la négociation, quelque part, vous n'avez même pas rentré dans cette négociation, cette confrontation. Hop, le contrat. Tu te souviens, on a dit ça, 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 ça. Moi, je vous donne un exemple perso. Chez moi, on n'a pas le droit, ma fille n'a pas le droit, n'a pas de télé la semaine, elle a le droit le week-end. Et il arrive souvent que le mercredi, quand elle a un petit moment d'inactivité, où elle est là, où elle a fini ses devoirs, ou même elle n'a même pas commencé, maman, je peux regarder un film. Donc là, je négocie même pas. Je dis, ben, tu te souviens, tu sais, tu connais la règle, il n'y a pas d'écran, voilà, il n'y a pas d'écran la semaine, c'est que le samedi, dimanche. Voilà, ça c'est ma règle, c'est pas celle qui est bien. Il faut que vous mettiez votre propre règle, votre propre contrat familial des écrans, ça fonctionne. Alors ensuite, je dis encadrer sans interdire. En fait, interdire, c'est pas la bonne solution. Plus on interdit, plus l'enfant va y aller. C'est vraiment les interdictions, les menaces, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, mais encore moins avec les écrans. Donc en fait, avant de dire non, euh, intéressez-vous, vérifiez l'âge, donnez une limite de temps, proposez vous-même des sites, donnez une page YouTube, enfin, transférez des liens avec des émissions qui sont sympas. En fait, n'en faites pas, je reviens là-dessus, n'en faites pas quelque chose de stigmatisant. Pour les plus jeunes, il y a un outil qu'il faut absolument utiliser, qui fonctionne bien et qui aide à gérer la frustration. Vous avez tous remarqué que vous avez des jeunes enfants, mais même jusqu'à 10 ans, on peut dire que la frustration, c'est difficile. Quand on éteint la télé, ça part en live, ça crie, ça pleure. Ça, c'est assez courant. Vous pouvez prendre un timer. Donc là, j'en ai mis un sur et vous faites gérer ce timer à votre enfant. C'est lui qui tourne. Ça s'achète, hein, c'est un petit truc comme ça, j'en ai un, j'irai le chercher tout à l'heure. C'est lui qui tourne, il maîtrise l'environnement. Donc ça, on se rappelle que l'enfant aime bien maîtriser son environnement. Et il gère son timer. Et alors vous avez regardé avant. S'il y a un dessin animé de 20 minutes, par exemple, vous mettez le timer à 20 minutes et vous dites à l'enfant, bah, tu vois, le dessin animé sera fini et le timer va sonner. Et là, ça voudrait dire que toi tout seul, tu vas éteindre. Et là, vous le faites agir. Ça, c'est pareil, ça marche. Cet exemple-là d'autonomie et d'agir sur son environnement, elle se duplique à l'adolescence. On ne peut pas faire à la place d'un ado, il faut qu'il soit dans l'autogestion. Donc, c'est ça votre objectif. Seulement, pour l'adolescent, si vous avez, en gros, vous n'avez pas donné de règles et vous n'avez pas fait ce contrat, et s'il n'y a pas eu de règles d'utilisation quand il est petit, à l'adolescence, il y a des chances pour que, justement, il y en ait trop. Donc, c'est petit qu'il faut commencer à mettre ces règles-là. Ensuite, pour le 5e point, par rapport à l'âge limite, 18 mois, de 0 à 18 mois, il y a vraiment une construction du cerveau, les besoins naturels du cerveau. Donc là, vraiment, c'est non, pas d'écran avant 18 mois. Voilà, ça c'est la limite en tout cas qu'on se donne.
alors, si vous avez mis des écrans avant 3 ans, donc il faut bien sûr, j'en parlais tout à l'heure, équilibrer. Donc, en fait, vous allez, mais même après 3 ans, équilibrer les temps d'écran avec les temps relationnels, les temps de jeu, les temps lecture, les temps extérieurs. Et ça peut même devenir un objet c'est pas du marchandage, mais un objet de donnant-donnant. Le donnant-donnant, les enfants, ils comprennent très bien et les ados aussi. C'est-à-dire que, OK, tu as tant d'écran, bah, du coup, tu auras tant de, et là, vous déterminez ensemble. Mais, et là, en fait, ça fait l'équilibre et ça en fait quelque chose au même point. Je parlais tout à l'heure de cette histoire de ne pas stigmatiser. Donc, en fait, pour 10 minutes de lecture égale 10 minutes d'écran. Et ça, pour le coup, on a beaucoup moins de risques par rapport à tout ce qui est connexion neuronale et tout ça, puisque finalement, le temps d'écran, il est équilibré par les autres temps de lecture, d'activité sociale, de jeu en extérieur avec le corps en mouvement. Donc, et il y a aussi quelque chose que vous pouvez instiller dans les écrans, enfin dans la pratique des écrans, c'est d'être à plusieurs. Ça change tout. Le fait d'être à deux, même si vous avez plusieurs enfants qui soient deux à regarder un écran, on est dans un lien social qui est important et qui va compenser cette activité de spectateur dont on parlait tout à l'heure, où l'enfant il est un peu hypnotique. Donc, le fait de couper, de se parler à deux devant un écran, ça enlève, ça recrée du lien, ce besoin d'attachement, et ça change tout. Donc ça, les écrans à plusieurs, on y va. Ensuite, pour les adolescents, donc on a vraiment deux éducations qui sont en opposition. Donc, l'éducation démocratique, participative, responsabilisante, qui encourage le dialogue et qui fait que le parent, il est un peu curieux. Et que même s'il trouve ça complètement idiot, ces danses sur TikTok, mais il va mettre un peu son truc de côté et ses schémas de pensée de parents. Et il va être curieux de TikTok. Et en fait, ça, c'est gagné. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de dire que vous trouvez ça génial. Vous pouvez juste dire, tiens, regarde, ça m'intéresse, je regarde, sans même commenter, ni positivement ni négativement. Alors, si vous aimez, bah, ne vous privez pas de donner des petites phrases positives, c'est toujours bien. Voilà, donc ça, c'est une éducation qui va qui va permettre à l'enfant d'être indépendant, autonome. Ça va, on se souvient, favoriser sa quête identitaire et sa quête d'autonomie. C'est ça qui fait un ado quand il est ado. Et à l'inverse, si on est dans une éducation autoritaire, contrôlante, qui anticipe les besoins, qui a peur, qui est dans la surprotection, là, l'enfant, il est dans un recul où finalement, ben, on n'a pas confiance en lui et ça peut mettre à mal son estime de lui puisqu'on pense que il n'est pas capable de faire face au monde qui l'entoure et là, sa quête identitaire peut en prendre un coup. Donc, rappelez-vous ça avec l'adolescent, il est dans une quête exploratrice de ce qu'il est. Et pour ça, il a besoin d'être en autonomie et il a besoin aussi de s'opposer à vous et de faire des choses tout seul. Donc, c'est vraiment, c'est dans son développement. Il n'a pas décidé de vous embêter, il est juste comme ça, en fait. Donc, voilà, les risques s'il y a des comportements problématiques. Donc, euh, en effet, il peut y avoir des ados qui sont dans une surconsommation d'écran, des écrans en cachette, des conduites à risque avec les caméras et tout ça. Donc, je ne vais pas vous faire l'état catastrophique. Là, ce qu'il faut, c'est pas s'emballer et faire un état des lieux global et systémique. C'est-à-dire comment se sent l'enfant à l'école, au lycée, à la maison. Est-ce qu'il a une bonne estime de lui? Est-ce qu'il est joyeux? Est-ce qu'il a des amis? Comment sont ses résultats scolaires? Est-ce qu'il a d'autres loisirs? Observer tout ça de façon un peu en prenant du recul sur une semaine ou deux et arriver à regarder son adolescent avec un œil neuf et avec moins d'émotions et moins de négatifs. Ça marche aussi pour les enfants. En tant que parent, on a tendance à réagir fortement à des comportements qu'on juge négatifs et on appelle ça le biais de négativité. Et c'est normal, on est dans l'émotion. Donc, en fait, l'idée là, ça va être de pointer le positif, de recréer du lien, du dialogue, d'arrêter les menaces, d'oublier les sarcasmes du style de toute façon, tu es bon qu'à ça, tu vas finir un youtubeur ou influenceur. Ça, c'est le genre de phrase qu'il ne faut pas dire à un ado. Et on va réagir aux émotions de l'ado et pas à ce qu'il fait. Donc, c'est-à-dire qu'on va valider l'émotion.
Ah, ben, qu'est-ce que tu ressens? Dis-moi, mais je comprends que tu ressentes ça, ça doit pas être agréable. Voilà, si on a incité le dialogue et on va arrêter de stigmatiser et de pointer du doigt l'écran pas bon pour voilà, ça va être vraiment beaucoup plus constructif. Alors, j'ai pas regardé l'heure, mais donc j'ai fini. Je vous ai mis. Ah ben non, mais ça c'est pas apparu. Vous pouvez si vous êtes, si ça vous dit, vous pouvez me suivre sur Instagram. J'ai un Instagram où je partage ma vision d'éducation et de l'accompagnement parental. Ça s'appelle Magicabou, le tiré du bas parentalité. Voilà, voilà. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous n'êtes pas endormis. Eh bien, merci beaucoup, Julie, pour ta présentation très enrichissante. J'ai appris plein de choses et, euh, Attends. et j'ai écrit pas mal de questions pendant que tu faisais ta Alors, attends. présentation. Et je suis un peu frustré parce que au fur et à mesure que j'écrivais mes questions, tu y répondais 2 minutes après. Ah ben tant mieux alors. Alors, vous voyez encore mon écran ou... Non, on te voit toi. Alors pour ceux qui nous regardent, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire en cliquant c'est où dans le Ah, je petit. vois qu'on a quelqu'un qui nous suit Ah, d'Allemagne. Coucou Franck. voilà, j'ai une question personnellement euh, sur le contrat familial. Est-ce Oui. qu'il peut y avoir des pauses, par exemple, pendant les vacances ou pendant des périodes Ah oui. Oui, c'est une très bonne question et comme toutes les règles il faut qu'il y ait des moments où on lâche complètement. Au contraire, ça sera très positif. Il y a un contrat familial et il y a des moments de soupape. Oui, c'est ce qui fait qu'on tient mieux le contrat. C'est une très bonne question. Mais oui, la réponse 10 fois oui, au contraire. C'est un peu alors, comme quand je préconise à certains parents, quand je fais de l'accompagnement parental, de faire des repas chips, pique-nique devant la télé. des cheat days, comme on appelle ça, ouais. Ouais, voilà, ça m'arrive de préconiser ça. Donc, ouais, c'est une très bonne question. Et oui, oui, au contraire, il faut. Et ce qui peut être, voilà, comme tu dis exactement, pendant les vacances, pouvoir lâcher, quoi. Alors, s'il y a 15 jours de vacances, on dit, allez, on fait une semaine de freestyle et une autre semaine quand même, ou les 4 derniers jours avant l'école. Mais par contre, anticiper. Anticiper, le verbaliser et le dire. D'accord. Je voudrais revenir à une question sur se mettre en ami avec leur adolescent sur les réseaux sociaux. Oui. C'est contre-productif apparemment. Est-ce qu'il y aurait éventuellement une solution de créer un groupe familial sur un réseau social, un groupe famille Intel sur Facebook et les membres de la famille peuvent s'inscrire dessus et partager en fait, Et oui, partager. alors dans ce cas-là, ça c'est super parce que l'enfant, il a son, enfin l'enfant, l'adolescent, il a son identité, son réseau, et ensuite il a celui avec ses familles, et du coup lui, il peut trier ce qu'il va partager ou pas. Et là, il faut vraiment faire confiance. J'ai une anecdote, ma fille sur Instagram, bon aujourd'hui elle a 20 ans, elle avait 2 Instagram. Et en fait, c'était très drôle parce qu'il y avait un Instagram où il n'y avait pas grand-chose. Je lui ai dit, oh, ben, il n'y a pas grand-chose sur ton Instagram. Et en fait, elle m'avait répondu, mais maman, j'en ai 2. Il y en a un où tu n'y es pas. Ah, ben voilà. Donc, ils sont très forts pour finalement nous faire faire les choses sans notre consentement, mais c'est eux qui ont raison pour le coup. Donc, ils ont Je suis un, raison. je suis un peu du côté des ados quand même. Alors, question de Gwenaël. Pour les 9-12 ans, quel est le bon temps limité pour l'exposition aux écrans? Il n'y a pas de. Moi, je dirais que le bon temps, c'est celui que vous décidez ensemble dans ce contrat familial. Parce que si on reste sur une idée d'autogestion, il faut voir sa 9-12 ans et lui dire, bon voilà, viens, on va faire une petite photographie de la semaine. Euh, quand est-ce que tu regardes les écrans? À tel moment. Et là, on décide ensemble du temps d'écran. Ça, c'est le bon temps. Le bon timing, c'est celui qu'on a décidé ensemble avec l'enfant et qu'on va pouvoir respecter. Je ne sais pas si ça répond à la question. En tout cas, c'est mon point de Oui, vue. oui. Alors, j'ai une autre question qui a un rapport avec l'actualité récente sur les problèmes de harcèlement scolaire. Oui.
est-ce qu'il y a un moyen de déceler euh, le harcèlement chez l'enfant, le harcèlement Alors, à moins d'aller. qui permettent de savoir si l'enfant est potentiellement victime de harcèlement? Harceler sur les réseaux, c'est ça? Les Enfin, autres. ouais, ou les deux. Non, c'est l'état émotionnel de l'enfant qu'il faut observer. Il faut arriver à voir des changements d'émotions, un repli sur soi, un enfant qui mange moins bien, un enfant qui est moins joyeux. J'ai dit tout à l'heure, le sourire, c'est quand même très significatif. Alors après, il faut que ça colle au tempérament et la personnalité des enfants. Il y a des enfants plus ou moins souriants. Mais c'est vraiment l'état global et émotionnel de l'enfant qu'il faut observer. Et ça, j'ai envie de dire, les parents sentent ça, il faut se faire confiance et il ne faut pas se dire que ça va passer. Sans être alarmiste, euh, arriver à observer son enfant et voir qu'il ne va pas bien et le dire très vite et ne pas attendre. Il vaut mieux pour essayer vraiment d'être dans l'observation de l'état émotionnel de l'enfant, je dirais. D'accord, merci. Alors, j'ai une question de Bénédicte. Alors, tu disais qu'il n'y avait pas de dépendance aux écrans chez les ados. Oui. Cependant, le comportement de son enfant la questionne quand il faut arrêter ou pour se dépêcher de jouer. Les devoirs sont bâclés, refus de d'autres activités. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Ouais. Il a quel âge? Il a 14 ans. Alors, ce qu'il faut regarder, alors oui, elle n'est pas répertoriée en tant qu'addiction clinique, hein. C'est ça que ça dit, hein, donc, ça soulage un peu dans ce côté addiction. Et ce qui est pointé, en tout cas au niveau de 15 ans, c'est ça, ce qui est pointé, c'est le caractère pas permanent. Et que le risque, si on stigmatise trop, c'est que l'enfant, il s'enferme encore plus. Donc, je ne dis pas de laisser faire, mais un peu, mais en tout cas de sortir de ce biais négatif, pour le coup, où l'enfant fait que ça. Par contre, ce qu'il faut regarder, si les devoirs sont bâclés et tout ça, l'enfant fait, il faut regarder si les résultats scolaires suivent et si autour, il y a d'autres activités, s'il est ouvert à autre chose, d'autres activités, et s'il y a aussi s'il y a du lien social hors de l'écran. J'ai envie de dire, s'il y a des résultats scolaires qui sont équivalents à ce qui a toujours été, donc il n'y a pas de baisse significative, s'il y a du lien social, d'autres activités, ça va passer. Il ne faut pas stigmatiser ce qu'on pense être une addiction. D'accord. Et l'addiction, elle est-elle possible chez les moins de 6 ans, lorsque les enfants sont bombardés constamment de stimuli auditifs et visuels avec les écrans, et quand on leur retire la tablette, on leur retire le Ah oui. téléphone. Donc là, Est-ce on parle de pas ce- d'addiction. Ouais. Là, on parle pas d'addiction, là, on parle de gestion de la frustration et de surstimulation. C'est-à-dire que l'enfant, il a pas l'habitude, il est dans une surstimulation, son cerveau est trop surstimulé et quand on lui enlève, il est perdu. Et là, il faut baisser, enfin, il faut baisser le temps d'écran sans aucun doute, hein. D'accord. Alors, une question de Bonaël. Comment gérer une crise, c'est-à-dire quand on demande de couper un écran et que l'enfant veut continuer, malgré le contrat, et Alors, qu'il ouais. s'énerve? Et quel âge l'enfant? 12 ans. Bah, le timer, il faut tenter, hein. Il faut tenter le timer. C'est-à-dire que même le timer, alors pas sur le timer, sur le téléphone, hein. C'est un petit rond comme ça. Et en fait, ben, vous lui dites, voilà, tu veux regarder quoi? Combien de temps? OK, ben vas-y, gère ton temps. Et autogestion, autonomie, autogestion. 12 ans, il faut essayer ça. On lui donne je vais peut-être aller le chercher, mais vous voyez ce que c'est un timer comme ça? Les œufs? Non, je vais chercher. Je vais vite. Alors, pour ceux qui nous regardent, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser hein, sur la petite fenêtre où vous pouvez écrire vos Alors questions. moi, je m'en sers, par exemple, moi, je m'en sers pour ma fille pour qu'elle fasse du piano. Donc là, ça marche comme ça. Hop.
D'accord. Ouais, c'est plus que le temps de cuire un œuf. Ouais. Oui, oui. Ouais. Oui, oui, et en fait, il faut qu'il y ait la notion de rouge là, parce que il y a, au niveau du cerveau, ça active une certaine zone du cerveau où en fait l'enfant, alors il y en a certains parents qui me disent oui, mais c'est stressant. En fait, il faut voir, faut tester si les enfants apprécient ou pas. Moi, je sais que ma fille, elle s'en sert. Je le préconise beaucoup pour plein de choses, pour tout ce qui est gestion de la frustration en rapport avec le temps. Et c'est l'enfant qui met le... Bon, voilà, après, ça sonne. Il faut que ça s'arrête. Donc voilà, tout le monde a vu. À 12 ans, ouais, on peut tenter ça, hein. D'accord. Alors, j'ai une question. Euh, Comment gérer la complexité? C'est-à-dire, on a trois enfants, un de 3 ans, un de 6 ans et un de 9 ans. Comment on peut, dans un même foyer, gérer en fait la Ah gestion oui, de ces écrans avec trois classes d'âge différentes? il faut faire le contrat familial en fonction des trois. Ils vont faire le contrat familial des écrans avec les 3, 6, 9. Et il faut tout le monde va s'y plier. Alors, c'est vrai que le 3 ans, il va compliquer la donne. Mais j'ai envie de dire, tant mieux. Tant mieux pour les 6, 9, qui en auront peut-être un peu moins. Le 3 ans, il va peut-être en avoir un peu plus. Mais après, on peut faire un contrat familial avec des colonnes. Mais ce qui est bien aussi, c'est de faire un truc visuel, écrit, ça fonctionne bien, ça. Vous mettez contrat familial et vous le faites ensemble, vous en faites un truc positif. Il faut oublier le coercitif et les menaces, hein. On a toujours plus de facilité à changer des comportements quand on s'attaque de façon positive que quand on s'attaque au comportement de façon négative. Donc là, c'est contrat familial de la famille un tel, les trois prénoms plus les parents, donc ça fait les trois enfants et je mettrai une colonne parents. Et là, on écrit ces règles et on écrit, on peut faire par horaire, par exemple. On peut faire soit par la durée, soit si on décide, par exemple, jamais au repas, ben là, on met pour tout le monde et on fait des points. On pourrait mettre ici sur le côté, moi je mettrais temps de repas. Et là, on met, par exemple, pour le repas, pour tout le monde. Les 3, 6, 9, personne à son écran, enfin, personne, on ne regarde pas la télé. Mais ça, c'est pareil. Avec ce que j'ai donné ou le consensus sur un petit peu les règles, on va dire, de base, chacun crée sa propre règle. Ça fonctionne beaucoup mieux. Et puis, ça responsabilise tout le monde, en fait. Les parents, ils ont besoin d'être responsabilisés. Il n'y a pas quelqu'un qui vient leur dire, ah non, non, pampan, c'est pas bien. Donc oui, ça demande un tableau à plusieurs entrées, on va dire. J'ai D'accord. une question de Franck, je crois. Oui, c'était la question. Ah, d'accord. C'est plus précis. Alors, Non, non, je moi, vais c'était pas faire 3 ans, c'était 18 mois. 18 mois. Ah, et alors, c'est quoi la question pour les 18 mois? Comment respecter les 18 mois sans écran pour le deuxième, voire troisième enfant? Il Ah n'a pas, oui. il n'a pas Ma fille refuse le contrat familial. Alors, c'est bien, ça veut dire qu'elle a un tempérament qui est en train de se construire et qu'elle a une bonne construction identitaire. Non, je rigole, mais c'est vrai. Euh, 18 mois, et c'est-à-dire que le grand, il a 3 ans et on va faire le contrat pour le grand de 3 ans. Eh bien, il faut que le temps d'écran du 3 ans, il soit calé à un moment où la 18 mois n'est pas là. C'est jouable, ça? Franck, Je vais te jouable? l'envoyer. Non, non, c'est le problème, c'est qu'on a été très, très strict sur le premier, qui a pas 3 ans, qui a maintenant 5 ans, et la petite qui suit derrière, effectivement, elle regarde tout comme lui. Et on n'arrive pas à avoir la même rigueur qu'avec le premier, c'est sûr. Ouais. Et oui, parce qu'il y a le grand qui a commencé. Ah oui, il a 5 ans. Et ben ouais, il faut essayer de limiter aux 5 ans, en fait, peut-être. En fait, c'est si vous jugez que la 18 mois, c'est trop, il faut baisser le curseur du 5 ans pour que la 18 mois, voilà. Et il faut travailler ce contrat familial des écrans et il faut le poser, en fait. Il faut le poser et il faut se prendre 20 minutes. Allez, c'est pas beaucoup dans un moment, mais il faut se prendre 20 minutes en disant, bon, alors, le grand de 5 ans, il regarde quand? Il regarde à telle heure. Et alors, dans ce cas-là, la petite de 18 mois, elle est où? Et est-ce qu'on pourrait pas dire au grand qu'il regarde à tel moment? Voilà. En fait, le poser et le créer. Et ça va être facile parce que même à 18 mois, du coup, on pourra lui dire, ben non, tu vois, c'est non, on n'a pas le droit, il y a la règle, et cette règle, elle dit ça. Et en niveau de la frustration et des limites, poser des limites, quand on se réfère à une règle qu'on a fait en famille, on se sent beaucoup plus à l'aise pour la faire respecter.
Non, je pense que globalement, ça marche bien. C'est juste le problème du contenu déjà. Tu sais, tout ce que regardait Lucas Et quand il oui, était petit, et ben, du coup, elle a passé toute cette étape. Elle regarde déjà ce qu'il regarde en tant que. et oui, Mais et je du pense coup, qu'on a tous eu ça dès qu'il y a les deux enfants, de toute façon, hein. et C'est pas un oui, problème. ça c'est problématique, je suis d'accord, et je comprends tout à fait, parce qu'en plus, elle va regarder des choses qui sont pas de son âge et on peut être dans la surstimulation, ouais. Alors, il faudrait faire des temps partagés d'écran à deux, où Lucas accepte, et là, il faut le préparer à l'avance et lui donner Le problème qu'on a, nous, c'est qu'il n'y a aucun temps d'écran sur le téléphone. On regarde juste la télé, et du coup, je peux pas partager, tu sais, la télé. Enfin, voilà, ils sont là tous les deux et ils regardent ensemble finalement. Mais c'est vrai que c'est un petit peu un problème sur le contenu, un truc, quelque chose qui soit pas trop trop compliqué pour bébé. elle. Ouais, J'ai bien aimé ce que tu as dit sur les couleurs, sur c'est des dessins ouais. animés simples. C'est ce qu'on a essayé de faire à Lucas quand il était petit. Et du coup, il faudrait qu'elle aussi puisse avoir cette phase voilà, d'y aller Il faudrait doucement. trouver des programmes pour Lucas qui soient un peu plus calmes et posés et avec des couleurs plus douces pour que la plus petite en bénéficie aussi, quoi. Ouais, mais c'est pas évident, oui. Le 3-6-9, c'est un peu plus facile presque. Le 18 mois 5 ans, il n'est pas évident. Et est-ce que vous recommandez un temps d'écran partagé au niveau de la famille régulièrement? Oui, je l'ai mis dans, je crois que c'était mon numéro 1, ritualiser des temps d'écran de famille, oui, c'est très chouette ça. Et ça aide pour le côté pas stigmatisant. En fait, on n'en fait pas un truc exceptionnel. Oh là là, les écrans. Voilà, on en fait un truc banal en fait. Tiens, on fait de la randonnée, on fait du vélo, bah, on a regardé un film. Voilà. C'est sur le même plan. Oui. Alors, question de Bénédicte. En tant qu'enseignante, elle observe des enfants de 3 ans qui ont des besoins éducatifs spécifiques ou qui n'ont pas acquis certaines compétences alors que les parents affirment qu'ils savent faire des tas de choses sur les écrans. Faut-il ne surtout pas faire un contrat ou informer en priorité les parents? J'ai pas, est-ce qu'il faut faire un contrôle ou informer les parents? Je dirais faire les deux, mais après un contrôle, s'il y a un décalage de développement. Non, c'était pas un contrôle? Un contrat. Un Est-ce qu'il faut... contrat. Ah oui, pardon. J'étais sur genre une IP ou un truc comme ça, donc rien à voir. Dialoguer avec le parent, ça bien sûr, en sachant qu'un parent, il y a toujours un biais de désirabilité aussi, c'est-à-dire que ça m'est arrivé, quand on demande aux parents est-ce que l'enfant regarde les écrans, ils vont dire oui un peu. Quand un parent répond, je sais pas, moi je dis au pif, 3 heures par semaine, on peut presque doubler, il dit pas la vérité. Donc ça, c'est quasiment unanime. On rigolait avec la pédiatre des crèches parce que quand on remarque quand un enfant a les écrans, parce que notamment quand nous on le sort à la crèche pour prendre des photos, ceux qui les ont, bah, ils viennent tout de suite regarder. Euh, Après, vous pouvez facilement, on va dire, faire de l'éducatif avec les parents en leur disant pourquoi pas faire ce contrat familial d'écran s'il y a Oui, des c'est vrai. trucs. D'après les sondages aussi, tout le monde regarde Arte à la télévision, hein. Oui, voilà, mais c'est ça. Ouais, mais voilà, c'est ça qui c'est un peu pareil. Ok, ben je crois on arrive au bout de notre séance. Il n'y a plus d'autres questions. Voilà, on va clôturer ici. Je vous remercie beaucoup pour votre présentation et vos réponses à nos questions. Et je propose à nos auditeurs ou nos spectateurs de se retrouver en décembre pour la prochaine session. On vous en tiendra informé sur Facebook et ensuite également avec une invitation par mail. Voilà. Et je vous souhaite Super, une merci. bonne soirée à tous. Merci à tous. Bye bye.